Pas plus la crise d'octobre que l'entrée en vigueur de l'assurance maladie n'ont cependant arrêté la marche du siècle au Québec. Dans la vieille capitale, deux garçons font beaucoup parler d'eux. Le premier est un jeune hockeyeur qui vient de marquer son 200e but pour le compte des Remparts de Québec. Il s'appelle Guy Lafleur. Le deuxième, qui répond au nom de Jean Cournoyer, est un ancien ministre du Travail remarqué de l'Union nationale. Fait sans précédent, il va occuper le même poste dans le cabinet du libéral Robert Bourassa. L'ancien ministre libéral de la Justice, Claude Wagner, est tenté de faire la démarche inverse, car les boss de l'Union nationale moribonde lui ont fait des appels du pied. À 100 lieues du Québec, un autre chef de gouvernement, le Chilien et socialiste Salvador Allende, travaille à la composition de son cabinet qui ne tiendra pas 3 ans. Le général Augusto Pinochet, l'éventuel assassin d'Allende, veille dans l'ombre. Un futur supporter de celui-ci, le président américain Richard Nixon, est quant à lui en campagne électorale pour le renouvellement de la Chambre. Il ne peut pas savoir que dans moins de 4 ans, il devra rendre compte de son inconduite devant les hommes et devant l'histoire. Augusto Pinochet aussi passera à la caisse, mais il faudra cependant attendre plus d'un quart de siècle avant que cela ne se fasse. Il y a aussi, toujours en 70, la découverte du pétrole de la mer du Nord, qui reste 30 ans plus tard une des grandes réserves de pétrole d'humanité. Anecdote en passant, c'est en 1970 que les Beatles se séparent. Ceci dit, 1970 au Québec a été une très grosse année. Par exemple, le 29 avril, Robert Bourassa est élu à la tête du Parti libéral, premier ministre du Québec. C'est le gouvernement de Robert Bourassa qui commence. Il va être là, pendant 6 ans, après coup. Il y a Claude Jutras, qui est en train de réaliser Mon oncle Antoine. Mon oncle Antoine, qui, en 1984, va être jugé à Toronto comme étant le meilleur film de toute l'histoire du cinéma canadien. Il y a la crise d'octobre, malheureusement, avec la suspension des libertés civiles, l'arrestation de 502 personnes, la mort du ministre du Travail, Pierre Laporte. Mais quand même, le 1er novembre 1970, entre en vigueur la loi de l'assurance maladie au Québec. L'instauration d'un régime universel d'accès aux soins de santé s'avérera une longue route semée d'embûches. Au Québec comme au Canada, avant l'assurance maladie, la situation n'est guère brillante. À la fin du 19e siècle, il restait encore à Montréal une dizaine de milliers de toilettes extérieures, par exemple, dans les logements. Mais en 1914, c'est disparu, il n'en reste plus. Il y a une transformation rapide, même si c'est des logements modestes, ils deviennent de plus en plus équipés avec les commodités nouvelles, comme les toilettes, les baignoires, des choses comme ça. Mais ça reste des conditions de vie très difficiles parce que les revenus sont bas. Par exemple, l'entassement dans les villes fait apparaître un sous-équipement des hôpitaux. Bien sûr, on découvre également que les campagnes sont largement démunies. Il y a bien sûr le médecin dans quelques gros bourgs, mais les campagnes n'ont pas beaucoup de services médicaux. Ensuite, les conditions d'hygiène laissent à désirer. Et ça se reflète surtout dans ce qu'on appelle la mortalité infantile. La mortalité des enfants avant qu'ils atteignent l'âge d'1 an. À Montréal, à la fin du 19e siècle, c'est pas loin d'un enfant sur 3 qui se rend pas à son premier anniversaire. C'est quand même considérable. Et dans ce sens-là, les niveaux à Montréal sont plus élevés que dans beaucoup d'autres grandes villes. Et c'est lié beaucoup aux conditions sanitaires. Par exemple, le jour où on va juste rajouter du chlore dans l'eau à Montréal autour de 1910, on voit la mortalité infantile baisser de façon nette. Et puis, quelques années plus tard, quand on va se mettre à filtrer l'eau, ça va aussi baisser. Quand on va imposer la pasteurisation du lait, ça va baisser. Parce que la mortalité infantile était beaucoup liée à la contamination de l'eau et du lait. Mais c'était aussi lié à la pauvreté générale. Si on est pauvre ou si on a des salaires peu élevés, on ne peut pas s'acheter des aliments variés, des aliments frais, des choses comme ça. À cette époque, le gouvernement provincial n'intervient à peu près pas dans le secteur de la santé publique.
Il y consacre moins de 10% de ses dépenses et il s'occupe surtout des asiles d'aliénés. En 1921, le gouvernement Taschereau fait adopter la loi de l'assistance publique, une première grande loi dans le domaine du bien-être social. C'est la première loi par laquelle le gouvernement intervient pour garantir des soins de santé à une partie de la population. C'était un programme qui s'adressait uniquement aux gens qui en avaient besoin. Et vraiment, on faisait tout pour s'assurer que seulement les indigents avaient droit à ça. Et ça voulait dire, en fait, que les municipalités, les institutions et le gouvernement provincial se partageaient les frais. Donc, ça, c'est important de noter ça parce qu'on va voir que plus tard, les hôpitaux vont commencer à être un peu endettés, à avoir de la difficulté parce que, évidemment, ils doivent, à même le revenu, payer le tiers de la facture pour les indigents. Dans l'esprit du législateur, en ce temps-là, chaque individu ou sa famille est responsable des frais occasionnés par la maladie. Cette loi répond à un besoin pressant, mais elle suscite dans les milieux conservateurs une vive résistance. Dans le clergé aussi. Les évêques, jaloux de leur pouvoir, envoient une lettre confidentielle au premier ministre dans laquelle ils lui demandent d'amender sa loi afin qu'on n'exerce aucun contrôle sur les sommes versées aux institutions. Taschereau se montre ferme. Il est impossible pour un gouvernement responsable de verser $1 million à des institutions sans s'assurer qu'il pourra rendre compte de l'utilisation de ces fonds publics. Les institutions se résignent peu à peu et elles s'inscrivent au nouveau régime. Alors, toujours dans les années 1920, on va mettre, grâce à l'aide de la Fondation Rockefeller, on va mettre sur pied ce qu'on appelle les unités sanitaires de comté, qui vont jouer un rôle très grand dans les campagnes, qui vont permettre de disséminer de meilleures connaissances hygiéniques, de meilleures connaissances également au niveau des soins alimentaires de santé, sans compter, bien entendu, la prestation d'un certain nombre de services de base. Au tournant des années 1930 au Québec, on compte 23 de ces unités spéciales qui desservent plus de 800 000 personnes. L'autre phénomène qui va tout bouleverser, bien entendu, c'est la crise des années 30, qui va, à ce moment-là, appauvrir tout le monde et aussi acculer les gouvernements presque à la faillite. Et on peut dire que sur le plan des soins de santé, il y a une certaine détérioration durant les années 30. Pendant la crise, le leitmotiv de tous les gouvernements, c'est « on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire, il faut endurer la situation ». À cette époque, un pasteur protestant de la Saskatchewan constate les terribles ravages que la dépression cause dans sa paroisse, où les 2/3 de la population vit de la maigre aide sociale du temps. Ce pasteur s'appelle Tommy Douglas et il va devenir l'un des plus influents politiciens de son temps. Tommy Douglas est un homme politique canadien qui est né en Écosse en 1904 et qui va faire une carrière politique de 36 ans, tantôt chez lui en Saskatchewan, tantôt à Ottawa, au Parlement canadien. D'abord, il est élu en 1935 et il va rester à Ottawa comme ça jusqu'en 1944, député de la Cooperative Commonwealth Federation, le CCF à l'époque. Et CCF, c'est le premier parti socialiste au Canada à réussir à faire élire des députés à Ottawa. Bon, il reste là jusqu'en 1944, mais en 1944, il revient chez lui, en Saskatchewan, et réussit à se faire élire premier ministre de sa province. Douglas va être le premier ministre de toutes les provinces canadiennes, le premier ministre socialiste à être élu. Mais là, c'est la guerre et soudainement, on a de l'argent. Et on en avait pour assurer le plein emploi. Et il y a eu effectivement pendant la guerre une augmentation du niveau de vie. Si bien que vers la fin de la guerre, vers les années 42-43, il y a des pressions dans la population qui commencent à se faire sentir, des pressions voulant que le gouvernement prenne sur lui la responsabilité d'assurer un niveau de vie cohérent dans l'après-guerre. Donc, faire en sorte que, ce qu'on avait vécu pendant la crise, on ne le revive pas, et 2, qu'on ait de meilleurs soins de santé.
En 1942, il y a eu le rapport Beveridge, qui est très important parce que c'est un peu, pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour les pays proches de la Grande-Bretagne comme le Canada, c'est un peu l'acte de naissance de l'État-providence. C'est Beveridge, je pense, qui a parlé de from the cradle to the grave. Donc, du berceau au tombeau, l'État devrait encadrer les prestations offertes aux gens. Or, cette dimension-là va évidemment traverser l'Atlantique et il va y avoir plusieurs députés du CCF élus. Et le Parti libéral va commencer à vouloir, lui aussi, s'orienter un petit peu à gauche. Et vous allez avoir, en 1943, la version canadienne du rapport Beveridge, qui va être le rapport Marsh, qui va reprendre un peu les mêmes choses. Tommy Douglas a vu ses paroissiens de Weyburn être peu à peu réduits à la misère. À cette époque, quand la maladie frappe l'un de ses membres, cela peut signifier la ruine pour toute la famille. 3 ans après son accession au poste de premier ministre de la Saskatchewan, il y instaure un régime d'assurance hospitalisation. Il mettra 10 ans à convaincre le gouvernement fédéral d'assumer une partie des coûts. Voici qu'au lendemain de la guerre en 1945, un certain vent de conservatisme revient et on va commencer à dire, ben ouais, peut-être qu'on ne devrait pas aller si loin que ça. Si bien que de tous ces beaux projets du rapport Marsh de 1943, il va surtout rester les allocations familiales qui vont être adoptées en 1944 et mises en place en 1945. Dans les années 50, il y avait à peine 43 % des citoyens du Canada qui bénéficiaient d'une assurance hospitalisation. Et dans ce contexte-là, en 1950, la perspective d'une maladie avec une hospitalisation, ça faisait frémir les gens. C'était peut-être la première fois pour moi, enfant, que je pouvais constater que mon père était fatigué. C'était un menuisier charpentier, comme on les appelait à l'époque, et il avait perdu conscience sur un chantier de construction. On l'avait transporté à l'hôpital. Et à l'hôpital, bien sûr, on l'avait gardé sous observation à un moment donné, puis on l'avait retourné en lui demandant de revenir à l'hôpital 1 mois plus tard. Donc, on l'avait retourné avec des médicaments, en lui disant d'être au repos pour au moins 1 mois complet. Mais lorsqu'on a 8 enfants, lorsqu'il n'y a pas d'assurance salaire comme aujourd'hui, parce que des gens l'oublient, mais il n'y avait à peu près rien de toutes ces protections sociales. Donc, mon père se retrouve quelques jours chez lui, reprend son coffre d'outils, repart sur les chantiers de construction, ne retourne jamais à l'hôpital, ne retourne jamais voir le médecin. Il devait mourir une 15aine d'années plus tard d'un infarctus. Moi, je me souviens, ma première année de pratique en 1954-55, dans le Témiscamingue, dans une année complète, j'ai fait 1 000 $ de revenus. Mais les gens n'avaient pas d'argent. Alors, nous donnaient ce qu'ils pouvaient. Et en général, on chargeait un peu les médicaments parce qu'on les payait nous autres mêmes. Mais c'était quasiment du bénévolat. C'est vrai que dans les campagnes, et même dans les villes, le médecin calculait ses tarifs en fonction de la capacité de payer de ses patients. Mais le médecin à la mode à Québec ou à Montréal ou à Trois-Rivières, lui, vivait très bien. Il y avait une clientèle qui payait. Mais il y a combien d'histoires de médecins de campagne qui ont tiré le diable par la queue pendant très longtemps? Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, l'assurance hospitalisation fait tranquillement ses premiers pas. L'expérience menée en Saskatchewan est si probante que le gouvernement canadien emboîte le pas. Le gouvernement canadien remet à l'ordre du jour un vieux programme qui est de venir en aide financièrement aux hôpitaux à l'aide de programmes à frais partagés entre le fédéral et les provinces. C'est en 1958 que le gouvernement fédéral met sur pied son programme. Le Québec n'est pas encore prêt. Alors, lorsqu'il y a eu l'élection de juin 1960, M. Lesage a pris le pouvoir et là, il a dit, nous, on va instaurer l'assurance hospitalisation parce que le fédéral payait 50 % des frais et même plus pour les provinces plus pauvres. Donc, au Québec, c'était à peu près 52-53 % que le fédéral payait. Et on a instauré ce régime-là au Québec, le dernier au Canada, le 1er janvier 1961. L'assurance hospitalisation, c'était
l'hébergement en hôpital et bien sûr tout ce qui est autour, par exemple les soins particuliers, les soins infirmiers, la radiologie, l'anesthésie, ces choses-là. Donc, le médecin reste encore à payer par le patient, mais le restant de tous les soins était payé par l'assurance hospitalisation. En 1961, ce qu'on appelle le per diem des hôpitaux, le prix d'une journée d'hospitalisation à l'hôpital était au Québec d'environ 20 $ dans les hôpitaux les plus chers. C'était de 10-15 $ dans la plupart des hôpitaux par jour, alors qu'aujourd'hui, c'est rendu 5 à 800 $. Alors, une différence épouvantable. Il faut dire que les religieuses ne recevaient presque pas de salaire. Il y avait beaucoup moins d'employés qu'aujourd'hui. Et il y avait beaucoup moins de bureaucratie. Il n'y avait pas de syndicats dans les hôpitaux, sauf exception. Et puis, il y avait évidemment beaucoup moins grands achalandages. Les gens n'allaient pas à l'hôpital pour rien, pour n'importe quoi, parce que c'était pas gratuit, puis les gens avaient la mentalité que ça coûtait de l'argent à l'hôpital. C'était payé à même nos taxes puis nos impôts. Au Québec, la gestion étatique de l'assurance hospitalisation met un certain temps à s'organiser efficacement. Elle réserve par ailleurs une surprise de taille au gouvernement. La première année, ses coûts sont 3 fois plus élevés que prévu. Ils doublent de nouveau l'année suivante. En 1966, ils atteignent 343 millions de $. Cette hausse est due au phénomène d'institutionnalisation des soins qui se produit alors, les médecins préférant soigner leurs patients dans le cadre hospitalier plutôt qu'en cabinet privé ou à domicile. En 1967, on peut dire que les choses ont évolué dans une certaine mesure. Il y a un accès aux établissements de santé par l'assurance hospitalisation. Mais ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes. Ne sont pas égaux dans les hôpitaux tous les gens. À l'Hôtel-Dieu, il y avait 3 pavillons principaux. Il y avait le pavillon Le Royer, ça c'était pour la bourgeoisie. Le pavillon de Bullion, c'était peut-être pour la petite classe moyenne. Puis vous aviez le pavillon Jeanne-Mance, c'était pour les gens qui n'avaient pas de moyens. Et je me souviens un jour, j'avais une amie dont le père, l'ancien maire du Cap-de-la-Madeleine d'ailleurs, dont le père avait besoin d'une vérification. À chaque année, il pouvait aller pour une vérification à l'hôpital et qui était très bien logé à l'hôtel particulier, je dirais, qui était le pavillon Le Royer. Ma mère se retrouve à l'hôpital à la même période pour subir une intervention chirurgicale majeure et elle était dans une salle avec une quinzaine de personnes. Dans cette salle, à ses côtés, une femme agonisante qu'on ne pouvait pas déplacer vers une chambre privée ou peut-être semi-privée, et qui était là dans le brouhaha, dans le mouvement, imaginez le personnel là, qui circule entre les lits toute la journée, même le soir, même la nuit. C'est un peu comme les urgences d'aujourd'hui. Donc, l'hôpital reproduisait, même dans les années 60, même avec l'assurance hospitalisation, reproduisait la division sociale qu'il y avait à l'époque. En Saskatchewan, la marche vers la gratuité des soins de santé suit son cours. Tommy Douglas, après avoir procuré à ses concitoyens l'accès gratuit aux hôpitaux, leur propose de mettre sur pied un régime d'accès gratuit aux médecins. La partie sera nettement moins facile. Douglas fait de cette assurance santé l'objet de la campagne électorale provinciale de 1960. Il remporte la victoire. Malgré l'opposition des médecins et des hommes d'affaires de la province, Douglas institue son programme d'assurance santé saskatchewanais. La loi est adoptée le 17 novembre 1961. Les réalisations de Douglas ne passent pas inaperçues. Cette même année-là, il est élu chef du nouveau Parti démocratique du Canada. Le 1er juillet 1962, 900 médecins de la Saskatchewan débraient, dont plusieurs communautés ont fait venir des médecins de Grande-Bretagne aux frais du gouvernement. Les choses rentrent finalement dans l'ordre 3 semaines plus tard. Dans la capitale nationale, Tommy Douglas presse le gouvernement d'instaurer un régime d'assurance santé pan-canadien. En 1964, c'est au tour d'une commission d'enquête d'inciter le gouvernement fédéral à instaurer un programme national de soins de santé inspiré de celui de la Saskatchewan. L'idée de l'assurance santé devient une véritable contagion qui gagne bientôt le Québec,
où les soins médicaux ne sont toujours pas à la portée de toutes les bourses. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de dette, ni au fédéral ni au provincial, et qu'on était dans une ère de prospérité économique sans précédent, qui a duré jusqu'à la crise de l'huile en 1973. Et il n'y avait pas de... Les gouvernements étaient riches et on pouvait se permettre certaines dépenses sociales en donnant la gratuité de plus en plus grande sur les soins hospitaliers. Ensuite, on a extensionné l'assurance hospitalisation à l'assistance médicale, qui est le précurseur de l'assurance maladie en 1966. Et ça couvrait les frais médicaux, les honoraires médicaux pour les nécessiteux, comme on appelait à l'époque. Alors, il fallait prouver qu'on avait besoin, qu'on ne pouvait pas travailler, qu'on était infirme ou handicapé, ou bien malade. Alors, c'était pas gratuit pour tout le monde. C'est en réponse à ce problème que l'on songe à mettre sur pied un programme d'assurance santé qui assurerait à tous l'accès à un médecin sans qu'il soit nécessaire d'être hospitalisé. M. Lesage m'avait demandé de présider un petit groupe chargé de recueillir toute l'information nécessaire en vue de l'implantation éventuelle de l'assurance maladie. Alors, c'était un premier travail que j'ai fait, et lorsque le gouvernement Lesage a été défait, Daniel Johnson, qui a dû faire face à une grève dans les hôpitaux dès son arrivée au pouvoir, m'a consulté. Je demeurais un consultant extérieur, je n'étais pas un fonctionnaire. On a convenu qu'une des choses qui s'imposait, ce serait de faire le point comme ça avait été fait en matière d'éducation. Et de là a été créée une commission d'enquête sur la santé qu'il m'a demandé de présider. Alors que siège la commission d'enquête québécoise, Tommy Douglas continue de talonner le gouvernement fédéral. En décembre 1966, le Parlement adopte une loi qui prévoit l'entrée en vigueur d'une assurance santé canadienne au plus tard en juillet 1968. Ottawa défrayerait la moitié des coûts encourus par les provinces. Il ressortait clairement des différences prononcées dans l'état de santé de la population selon les régions et même à l'intérieur des villes, selon que vous viviez dans des quartiers plus favorisés ou moins favorisés. Il y avait des différences énormes dans les ressources disponibles pour donner les soins aux Québécois. Et on a développé toute une série de recommandations visant, entre autres, une réforme des services de santé et la mise en place de l'assurance maladie. Le premier ministre québécois de cette époque, Daniel Johnson, met en doute l'universalité du régime. Il favorise plutôt un régime destiné à venir en aide aux citoyens les plus défavorisés et qui progressivement évoluerait vers un régime applicable à tous les Québécois. En janvier 1969, Ottawa commence alors à prélever sur les revenus des Canadiens une surtaxe de 2 pour défrayer le régime d'assurance maladie. Le gouvernement de l'Union nationale s'élève violemment contre cette taxe dont il demande le rapatriement puisque le Québec n'a pas encore son propre régime. En mars 1970, le nouveau premier ministre Jean-Jacques Bertrand annonce la tenue d'élections. Prioritaire pour le Québec, pour la société québécoise, c'est de créer 100 000 nouveaux emplois. Dès que le processus électoral est enclenché, Jean Lesage et Robert Bourassa pressent Claude Castonguay d'entrer en politique pour qu'il voie à l'application des conclusions de la commission d'enquête sur la santé qu'il a présidée. Le premier ministre libéral Robert Bourassa lui confie ensuite le ministère de la Santé. Claude Castonguay met au point une nouvelle loi qui est sanctionnée le 17 juillet. Tout le monde était d'accord en 1970 pour qu'il y ait une assurance maladie qui couvre les services de base, les services fondamentaux. Mais c'était pas du mur à mur. On voulait que les médecins gardent leur indépendance. On voulait pas que ce soit le gouvernement qui fasse tout. Les syndicats ont formé un front commun et on sentait que nous n'aurions aucune collaboration de leur côté. Et même du côté de l'assurance maladie, ils ont mis énormément de pression
pour que nous adoptions un langage, une attitude très dure à l'endroit des médecins, ce qui n'était pas notre intention. Pour le moment, les négociations se poursuivent. Il y a progrès, je l'ai dit, du côté des médecins omnipraticiens, du côté des optométristes. Donc, s'il y a progrès vis-à-vis ces groupes, vis-à-vis des dentistes, moi, je demeure confiant que nous sommes capables de résoudre les différences avec les médecins spécialistes également. Si, à un moment donné, dans un délai raisonnable, tel ne devait pas être le cas, bien là, il sera toujours temps de rediscuter des mesures qui pourraient, à ce moment-là, être prises. Qu'est-ce que vous pourriez contre des gens qui, d'une part, ne relèvent pas du Code du travail, qui ne relèvent pas, d'autre part, d'une loi des conventions collectives pour les non-salariés, si vous voulez? Qu'est-ce que vous pourriez contre ces gens-là qui pourraient fort bien décider, collectivement, comme me le disait quelqu'un à midi, d'aller jouer au golf au Mexique, quoi, ou aux Bermudes, si vous voulez, tous ensemble? Moi, je ne le crois pas, qu'il y a réellement danger d'exode. Je crois que c'est un régime qui respecte les libertés professionnelles. Je crois que c'est un régime qui est sain en ce sens que les conditions sont négociées d'après un processus normal de négociation. Et malgré les difficultés, étant donné que c'est une première négociation, je crois que lorsque ce régime sera établi, on constatera, et avec raison d'ailleurs, qu'il n'y a pas tellement raison de s'en faire. L'assurance maladie a été, comme pour les médecins, quelque chose d'extraordinaire parce qu'il n'y avait plus de compte à défaut. Mais ce qui a fait l'objet de discussions sur l'entrée en vigueur de l'assurance maladie, c'était la façon de l'administrer. Les médecins spécialistes réclamaient la possibilité de pouvoir facturer les patients en plus de ce qu'ils recevraient de l'État, ce à quoi nous nous sommes totalement objectés. Il faisait des difficultés au sujet d'autres questions, mais c'était la principale. Ah, bien entendu, pour les médecins, on pousse les hauts cris pour s'assurer que on soit payé à l'acte, parce que bien entendu, c'est tout le discours sur la socialisation de la médecine et les dangers d'une médecine trop socialisée, des médecins salariés. Alors finalement, il va y avoir une série de négociations, de grèves. Il y aura une menace de grève justement en octobre 70 de la part des médecins. Finalement, on va s'entendre sur la question d'une rémunération à l'acte. Tout à coup, là, c'était les coffres de l'État qui s'ouvraient, la gratuité scolaire, la gratuité à tous les niveaux pratiquement. Et on n'avait pas de dette. Alors, c'était facile de donner des services avec l'argent qu'on récoltait puis qu'on avait déjà dans les coffres de l'État. Alors, première erreur d'avoir instauré un système totalement public avec un paiement direct par le gouvernement, par la Régie de l'assurance maladie, alors que les médecins, un bon nombre, voulaient que le paiement continue aux patients puis que le patient aille se faire rembourser par la Régie de l'assurance maladie. Le travail à l'acte, de l'autre côté, a créé une grande efficacité. On a accès à nos médecins parce que nos médecins sont prêts à être là. Travail à l'acte, malheureusement, n'a pas donné l'ensemble de contacts voulus. Alors, le médecin qui s'assoit, qui nous parle, l'une avec l'autre, n'est pas prévu dans le travail à l'acte parce qu'il y a une perte de temps. Et quand on passe plus de temps à l'acte que requis, bien là, pour le médecin, il perd de l'argent. On a conclu, malgré tout, une entente avec les médecins omnipraticiens, ce qui faisait en sorte qu'au moins pour tout ce qui a trait là, aux premières lignes là, de soins, les médecins omnipraticiens sont demeurés au travail. Ce n'est que les spécialistes qui ont décidé de faire la grève. C'est dans ce climat de crise, en fait, qu'on a été témoin de l'enlèvement, premièrement, de Cross, le commissaire britannique, et une semaine plus tard, Pierre Laporte. Nous avons dû passer une loi forçant les médecins spécialistes à revenir au travail, ce qui était vraiment un événement extrêmement dramatique
et impensable jusque-là d'être obligé de légiférer pour demander aux médecins de retourner au travail. Mais étant donné le climat créé par la crise d'octobre, ils ont décidé de rentrer au travail. Et les négociations ont repris peu de temps après, et nous en sommes arrivés à des ententes négociées, heureusement. À la date prévue, soit le 1er novembre 1970, les Québécois, comme tous les Canadiens, bénéficient enfin d'un régime universel d'assurance maladie. On a essayé d'apporter toute une série de recommandations visant à la fois des améliorations dans l'état de santé, un passage de la médecine libérale à l'assurance maladie, correction dans les ressources disponibles selon les régions, l'établissement de nouveaux mécanismes comme les CLSC, la restructuration des conseils d'administration des hôpitaux. On avait assorti le programme de 1970 d'un volet prévention très important qui supposait la mise en place des CLSC, des centres locaux de soins communautaires, qui étaient destinés à être, et je répète simplement ce qui a été dit, l'unité de soins en première ligne qui devait fournir aux gens des soins immédiats et empêcher les gens d'avoir recours aux hôpitaux, par exemple, et même filtrer un peu les gens qui arriveraient jusqu'au médecin. Et cet élément-là, à mon avis, reste encore aujourd'hui le clé de succès d'un système de santé. Et ce qui est fort intéressant, c'est de regarder pourquoi les CLSC n'ont jamais réussi à atteindre l'objectif que la Commission a voulu au départ, c'est-à-dire d'aider à gérer la navigation d'une personne à travers un système qui est devenu aujourd'hui de plus en plus complexe. Et à cette époque, les omnipraticiens au Québec ont décidé de créer les polycliniques parce que les omnipraticiens avaient peur de l'entrée de l'État dans le domaine de la médecine et la création des CLSC dans la communauté était une menace pour eux autres assez importante. Et s'ils avaient réussi d'intégrer le corps médical à l'intérieur, aujourd'hui, les polycliniques des médecins seraient intégrés avec les CLSC complètement et l'ensemble des programmes auraient leur volet médical bel et bien intégré. Puis ça aurait créé la confiance de la population et l'achalandage que les CLSC n'ont pas réussi d'avoir. Les CLSC qui ont réussi celles en milieu rural où il y avait une urgence. Petite urgence, des fois un peu de radiologie, parce qu'il n'y avait pas un hôpital proche. Et à ce moment, les CLSC ont joué un rôle fort important. Il y a eu, grâce à tous ces efforts-là, au plan de la prévention, une amélioration considérable de l'état de santé de la population québécoise. Les taux de mortalité qui étaient parmi les plus hauts là, à la naissance et dans les quelques mois suivant la naissance ont baissé pour se situer parmi les plus bas. La durée de vie de la population a augmenté de façon marquée. Alors, le but était de rendre les soins médicaux accessibles à l'ensemble de la population, sans égard à leur revenu. Et ça, je crois qu'on l'a atteint, cet objectif-là. Les réalisations de l'État-providence sont impressionnantes. Les services de santé sont plus accessibles. La population en général et plus encore les groupes défavorisés bénéficient gratuitement de services nombreux et diversifiés. Cependant, le système fait l'objet de nombreuses critiques. La première est liée au coût des programmes. Aujourd'hui, les gens survivent beaucoup plus longtemps, mais des fois avec des handicaps. Alors, tout ça entraîne une explosion dans la demande pour les soins et les coûts des soins. Et c'est ça qui crée énormément de pression. Avant l'assurance hospitalisation, il y avait un tel blocage devant l'hôpital que beaucoup de gens ne se soignaient pas. Ça, c'est une dimension qu'on oublie aussi. Dans beaucoup de familles, on hésitait parce qu'on avait peur des coûts. Et dans ce sens-là, il y avait une véritable autocensure face aux besoins médicaux des gens. Il y a évidemment une phase de transition que nous traversons
où il faut absorber ou répondre à la demande accrue de soins qui s'est manifestée à la suite de l'assurance maladie, mais c'était justement le but qui était visé. Donc, ça n'est pas mauvais. Et il y a aussi au plan des coûts une autre chose qui est assez rassurante, c'est que d'après les données que nous avons maintenant, à date, il semble que les coûts sont d'à peu près ceux que nous avions prévus. En 91, personnellement, je me retrouve, je sens que ça ne va pas, je ne sais pas ce qui se passe, je demande à ma fille de me conduire à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, je suis admis à l'urgence, on identifie une angine instable. Je ne me pose pas de questions. Combien de temps je resterai à l'urgence? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je demande une chambre privée? Non. Je suis avec tous les gens, au même titre que tous les gens, et je reçois des soins. Je prends ce que l'on m'offre. Et je pense que dans les circonstances, je considère que j'ai été très bien soigné. La gestion d'un hôpital, de cet environnement, est probablement un des environnements les plus compliqués à gérer. Si on n'a pas le corps médical avec l'administration, il devient extrêmement difficile de gérer l'hôpital. Puis il faut comprendre, les médecins ne sont pas les employés de l'hôpital. Les médecins viennent utiliser les ressources de l'hôpital, mais c'est les médecins qui génèrent les coûts à cause des diagnostics et des prescriptions qu'ils font. Moi, comme DG, je n'ai pas le droit ni l'autorité d'intervenir dans l'acte qu'ils posent à un patient. La seule chose que je peux faire comme DG, c'est de faire des restrictions ou de limiter le somme total de ressources disponibles parce que je ferme des salles d'opération. Et s'il y a juste un certain nombre de salles d'op ouvertes, mais là, les médecins peuvent faire juste un certain nombre d'interventions chirurgicales. Mais c'est pas mon intérêt comme DG de faire ça. J'ai le goût d'offrir le maximum de services à la population avec l'argent que j'ai. Et il faut que les médecins aussi comprennent ça pour qu'ils travaillent avec l'administration pour maximiser les services qu'on peut offrir avec l'argent qu'on a. Deuxièmement, le corps médical est frustré parce qu'il veut offrir à leurs patients le meilleur soin qu'il peut. C'est les seules choses qui donnent un peu de satisfaction aux médecins. Puis ils sont frustrés qu'il n'y ait pas des ressources disponibles, puis pas la capacité d'intervenir pour régler le cas. En mars 2000, je me retrouve à nouveau aux prises avec des problèmes d'angine. Il y a une personne qui me fait comprendre qu'il n'est pas question de traitement de faveur à l'hôpital, que je devrais attendre sur une liste d'attente. J'ai dit, je n'ai rien demandé. J'attendrai ce qu'il faut, le temps qu'il faut. Le chirurgien décide, lui, que le cas est trop urgent pour attendre trop longtemps. Alors, je me suis retrouvé sous le bistouri pour dépontage. Bien sûr, il y avait l'incertitude de l'attente au départ. Mais une fois admis dans le système, une fois admis à l'hôpital, là encore, en dépit de toutes les critiques que l'on peut faire, je peux considérer une chose, j'ai reçu des soins exceptionnels. Tant de la part de la chirurgie que de la part du nursing. Au tournant des années 1990, on remet encore plus l'État-providence en question. Certains se demandent si la société peut s'offrir tous ses services et le faire efficacement. On veut du salaire, on veut du salaire. Dans notre régime, la majorité, c'est-à-dire 50 plus 1, finalement, reçoit des services, des services dont la valeur est supérieure à ce qu'il leur en coûte à eux. C'est-à-dire que la majorité est subventionnée par la minorité. Ceux là, qui ont des revenus en haut des revenus familiaux maintenant, pas seulement qu'individuels, en haut de 80 000 paient énormément en soins médicaux et avec ça, pourraient se payer des assurances extraordinaires, des primes de 3 000 à 4 000 avoir un système d'assurance maladie Cadillac sans liste d'attente, parce que c'est ça la pénalité qu'on a actuellement. On n'a pas voulu instaurer de ticket modérateur, mais le ticket modérateur qui s'est imposé de lui-même, c'est les listes d'attente. La durée moyenne de l'attente depuis le moment où
le généraliste prescrit un traitement. Jusqu'au moment du traitement, là, c'est maintenant plus de 13 semaines en moyenne au Canada. Hein? Et ça augmente de façon constante et prononcée. Et ça prend un débat public et on n'arrive pas à faire ce débat parce que je pense politiquement, c'est très délicat. Très, très, très délicat. D'arriver à dire à une population, mais à un certain âge ou rendu à un certain point de la vie, on ne fait pas telle chose ou on n'intervient pas à tel moment. Et pour le moment, on laisse ça aux médecins. Qui est un fardeau pour les médecins, il faut le dire. Et même au Canada, où évidemment le régime c'est devenu une espèce de vache sacrée là, qu'on n'ose plus, qu'on n'ose pas critiquer officiellement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un cul-de-sac, hein? Ça ne mène nulle part notre régime actuel. Je pense bien que personne ne voudrait revenir à une situation où les gens auraient accès aux services de santé uniquement selon leurs revenus, même aux États-Unis. Même s'il y a une partie de la population qui n'est pas couverte, il reste que la majorité de la population est couverte de différentes façons. À l'été 2000, un programme des Nations unies publiait son fameux classement mondial du développement humain où, encore une fois, le Canada remportait le palmarès. Pour ce qui est de la qualité du système de santé, le Canada se classe au 7e rang, ce qui est fort respectable. Mais au niveau de la performance, les choses se gâtent. Quand on compare les résultats obtenus aux ressources consacrées à la santé, le Canada chute au 30e rang parce qu'il consacre une part importante de son PIB à la santé sans que cela se traduise en résultats concrets. Un observateur étranger objectif conclurait que le système de santé canadien n'est plus un modèle et n'est certainement pas le meilleur. Alors, il y a tout un ensemble de facteurs qui ont fait que l'entrée en vigueur de l'assurance maladie s'est faite dans la houle. Dans la houle. Faiblesse du gouvernement, force des syndicats, problèmes sociaux, événements d'octobre, enlèvement de Cross, mort de Pierre Laporte. Alors, tout s'est fait dans ce contexte-là, avec les erreurs de ne pas avoir mis de ticket modérateur et d'avoir fait le paiement directement par la Régie de l'assurance maladie. L'idée que c'est un droit va venir très rapidement. On s'habitue la société s'est habituée à ça très, très, très vite. Mais c'était le sens, effectivement, de l'État-providence. C'était de dire que le filet de sécurité, c'est un droit pour tous les citoyens. Il n'y en a pas une autre entreprise si complexe à gérer qui exige des décisions vite avec des données précises qui ne sont pas mélangées avec la politique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On gère le système par le gouvernement. Dans le moment, le problème, c'est de faire en sorte que le système de santé réponde vraiment aux besoins de la population, rende des soins de niveau aussi accessible que possible et repartisse les charges d'une façon aussi équitable que possible. Même sous une ampoule dans un couloir d'hôpital, lorsqu'on est malade, on est heureux d'y être. Parce que notre système de santé actuel, en dépit de toutes ses lacunes, lorsqu'on parvient à y entrer, je pense qu'on reçoit encore d'excellents soins. Je dirais que ce qui a été le plus motivant, le plus intéressant dans tout ça, c'était de voir assez rapidement la situation changer au Québec et les soins devenir beaucoup plus accessibles d'une façon aussi correcte que possible pour l'ensemble de la population.